Claudia. Bonjour Cécile. Hmm. Donc, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. On s'est rencontrés déjà lors d'une conférence que tu donnais dans le cadre de l'association Imagine. Et tu parlais de cette chose incroyable qu'est le référentiel de naissance. Bon, il se trouve que moi aussi dans ma vie, j'ai croisé cette chose-là et donc ça m'a donné l'envie voilà, d'en savoir un peu plus. Quel est cet objet, cet merveilleux véhicule dont tu te sers pour explorer la vie. Et voilà, tu es dans cette activité un des acteurs de changement qu'affectionne particulièrement Imagine, cette association qui vraiment agit dans ce sens et dans le sens de porter un autre regard sur la vie, dont on a fort besoin, et à la fois acteur et créateur. Voilà, j'ai envie de dire ça, créateur de cette vie dont on a besoin, à laquelle on aspire. Voilà. Donc, dis-moi, comment tu as rencontré ce référentiel de naissance? Quelle en est l'origine? Comment tu le définirais aussi? Et voilà, comment tu l'as découvert? Alors moi j'ai découvert parce que j'étais en couple à l'époque avec un psy comme moi et on avait des problèmes de couple insolubles. Et quelqu'un nous a dit, il y a une personne à Lorient qui fait un truc avec le tarot, elle va tout vous expliquer. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette personne qui s'appelle Martine, d'ailleurs je la salue. Et nous sommes restés 2 heures où elle avait assemblé nos thèmes, c'est-à-dire qu'elle avait fait ce qu'on appelle un thème de couple, à savoir le thème de monsieur, mon thème à moi et le thème du couple. Et pendant 2 heures, elle nous a raconté ce qui se passait entre lui et moi. Et je ne connaissais pas du tout cette femme-là. Et le fait que quelqu'un puisse me dire en direct et confirmer tout ce que je ressentais et que mon compagnon niait, tout ça a fait que j'ai beaucoup pleuré pendant la séance, que nous avons compris énormément de choses. Et le lundi d'après, je l'ai appelé en disant « Je veux faire la même chose que vous ». Alors que moi, j'avais un métier. Je suis psychothérapeute à la base, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis, j'ai fait des centaines de conférences dans les écoles sur la parentalité. Donc j'ai 2 enfants, une fille, Salomé, qui a 27 ans, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui, puisque celle qui réalise ça, c'est une mateuse, ma fille, qui a le sens des couleurs, et puis un garçon de 19 ans aussi. Et donc, cette personne, Martine, a eu la gentillesse de me réapprendre l'alphabet du tarot. Je dis réapprendre parce que quand j'avais 20 ans, je suis partie aux États-Unis et j'ai appris le tarot de Marseille, mais dans la prévision, c'est-à-dire j'ai appris le tirage de cartes. En l'occurrence, ce n'est pas du tout du tirage de cartes, c'est un chemin de vie selon notre date de naissance. Donc Martine m'a appris ce b.a.-ba, c'est-à-dire un petit peu comme on va apprendre l'alphabet pour apprendre à lire derrière. Et puis, elle m'a dit à un moment, j'ai fini, je ne peux plus aller plus loin, mais il y a une personne qui habite à Pau, Maïté Elissalde, que je salue, que j'adore, et c'est ma muse depuis plein d'années maintenant, au moins 16 ans. Et donc, je suis allée en formation avec Maïté, un petit peu partout, c'est-à-dire qu'elle faisait des stages en résidentiel. Et puis à un moment, il a fallu que je passe un peu l'épreuve du feu avec la personne qui a fait la méthode. C'est Georges Colliol, c'est un homme qui habite à Nice et qui a fait... il a eu un rêve éveillé où il a vu les lames du tarot qui se mettaient en place. Et lui a créé évidemment l'école du référentiel avec l'aide de plusieurs personnes, dont Maïté Elissalde. Quand vous achetez le gros bouquin de Georges Colliol, elle est remerciée. Et puis, il a découvert plein de choses. C'est-à-dire qu'il a fait le référentiel, après le différentiel, après le référentiel de l'ange, mais là, on est vraiment sur le référentiel.
Donc, j'ai passé 14 ans à étudier parce que j'avais pas que ça à faire, hein. Il fallait que j'élève mes enfants, que je continue mon travail de psy, etc. Et puis, j'ai fait un résumé, ou en tout cas un rapport sur l'étude de ma propre histoire à l'aune de mon référentiel, et puis passer un examen, etc. Et j'ai enfin le diplôme de praticien. D'accord. Donc, Georges Colleuil a eu cette révélation, au fond, d'une sorte de carte du ciel pour chacun, quoi. Voilà. Hein? Donc, carte du ciel, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on fait beaucoup référence à l'astrologie, puisque malheureusement, Georges Colleuil a dit maison 1, et nous en parlerons plus tard. Malheureusement, les personnes qui ont appris l'astrologie, quand elles vont faire de la tarologie comme ça, il faut qu'elles désapprennent, puisqu'il n'y a aucune relation. Il aurait pu dire aspect 1, aspect 2. C'est ça. En fait, le référentiel, c'est assez simple, et encore une fois, ce n'est pas du tirage de cartes. Je suis pas un gourou qui va dire déménage, quitte ton homme, etc. Je veux surtout pas avoir cette position-là. C'est vraiment un calcul à partir de la date de naissance qui nous donne en fait nos multiples aspects intérieurs. Donc des fois on parle de MBTI où il y a vraiment ces multiples aspects. Et en fait la tête c'est un peu comme un puzzle avec différentes pièces. Et ces pièces vont bien s'imbriquer ensemble ou pas. Donc il y a des personnes qui sont vraiment sur les mêmes dominants tout le temps, et puis d'autres personnes qui ont ce que j'appelle moi des grands écarts psychologiques et qui ont du mal justement à trouver leur centre et leur cohérence au milieu de tout ça. Comme des dissonances. Voilà. Hein, quelque chose comme Des ça. dissonances, oui. En référentiel, on va parler de trou noir, c'est-à-dire de l'âme qui mise bout à bout font 17, ou c'est ce qu'on appelle un trou noir, hein, puisqu'on va reprendre le schéma de l'étoile, c'est-à-dire où est-ce que mon énergie part. On parle aussi de brisure, de l'âme qui mise bout à bout font 13, et là c'est la lame sans nom, c'est où est-ce que vraiment je perds énormément d'énergie et je me sens au bout de ma vie, comme disent les ados. Oui, c'est ça. Oui, et c'est une image comme ça, ce dont tu parles, comme j'ai l'impression d'une carte pour un navigateur. Alors ça, c'est vraiment, vraiment chouette ce que tu dis, parce que merci beaucoup. L'image du navigateur est pas mal, c'est-à-dire que malheureusement, le entre guillemets travail sur soi, quelle horreur, travail sur soi, c'est-à-dire aller à la rencontre de soi, c'est du travail, c'est une torture. La plupart des gens ils vont contraints et forcés après un divorce, un burn-out, un licenciement, donc ils vont chez le psy tout en disant vraiment je suis pas folle, alors que c'est tellement ridicule d'apprendre la préhistoire et de savoir comment ils se logeaient, ils se nourrissaient à la préhistoire, sans savoir notre histoire à nous. Sans même savoir que nous avons deux cerveaux, le mental et les émotions, et que lorsque je reçois une émotion qui touche une blessure profonde, moi la blessure d'injustice ou de rejet, je suis dans un état de sidération, c'est-à-dire je suis figé comme le loup glacé dans la cour d'école, et le mental, je ne peux plus articuler, je suis sidérée, il suffit que la personne parte, que je me refasse le film, et tout d'un coup toutes les images me reviennent, les idées me reviennent. Et ça, c'est pas du tout enseigné dans les écoles. Si on pouvait déjà dire ça, et que les parents et les enfants sachent ça. Parce que quand, par exemple, un père ou une mère va sermonner son enfant, et puis l'enfant qui dit « tu dis rien », mais en fait, l'enfant est saisi, il ne dit rien. Bien sûr. Hein. De la même façon, dans les disputes hommes-femmes, très souvent... les femmes veulent, soi-disant, communiquer, en oubliant communiquer, c'est déjà écouter. Et l'homme a besoin d'un temps de recul, lui. Et parfois, ça fait deux frustrés, c'est-à-dire que l'homme qui voit bien que la femme s'agite, qu'elle redit 3 fois la même chose et que lui n'a pas la réponse, et puis la femme qui dit, de toute façon, tu veux même pas parler. Mais c'est parce qu'il n'a pas, pour l'instant, la capacité de répondre. Absolument, absolument. Oui, oui. Il n'a pas l'ouverture à l'intérieur. Il n'a pas accès lui-même. Non, il n'a pas accès. Il n'a pas accès, c'est ça.
Et donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Non, non, non. Alors, pour reprendre ton idée du navigateur, Oui. très souvent, nous naviguons à l'aveugle, et ce sont les événements, la vie, le énième licenciement pour un poste, d'un poste pour lequel je ne suis pas faite, le énième Noël, nous sommes le 12 décembre, donc Noël approche, le énième Noël où mon père va m'humilier parce que il a une telle blessure d'humiliation que c'est plus fort que lui et ça tombe sur moi, et moi je vais pleurer comme d'habitude, etc. Si nous étions capables vraiment de savoir le mode d'emploi de la personne et mon mode d'emploi, et arrêter de prendre les choses de façon personnelle, mais voir les événements comme des panneaux indicateurs, c'est-à-dire j'en suis encore là dans ma blessure d'injustice. Je trouve encore que ça, c'est pas normal, par exemple. Mais il n'y a pas d'investissement vraiment qui est fait là-dessus. Non, certainement pas dans le cadre scolaire, en tous les cas. Non. Bon, à côté, tu dois avoir des enfants avec qui tu peux éventuellement faire des rapprochements. Mais, alors, avec les enfants, c'est magnifique, ben parce oui. que moi, j'accompagne beaucoup de parents et j'écris des livrets, ce que j'appelle des livrets de naissance, où il y a vraiment le condensé de la personnalité de l'enfant pour que les parents puissent élever l'enfant en fonction de ses besoins. Et parfois même, je donne des conseils pratico-pratiques sur, par exemple, la routine du soir. Un enfant qui serait agité, mais qui aurait par ailleurs de l'étoile ou de la lune dans son thème, c'est quelqu'un qui est calmé instantanément par l'eau. Or, les parents, ils sont tellement stressés avec la routine du soir qu'ils vont enchaîner les devoirs s'il faut, les douches en vitesse, le pyjama et manger, etc. S'ils étaient capables d'inverser la vapeur, c'est-à-dire de faire le dîner et de faire les douches à la fin, tout en calmant leur stress de « ça va, si on est à 20h10, il n'y a pas de problème ». Ces enfants-là seraient calmés et dormiraient beaucoup mieux, et les parents auraient leur soirée. Absolument. Il y a un effet extrêmement concret dans la vie. Ah oui. Ce sont pas seulement des pistes, je dirais, d'une carte du ciel, c'est comment ce sont des outils. Oui. Alors, c'est vrai que tu redis la carte du ciel. Moi, j'ai fait beaucoup d'astrologie, toujours pareil quand j'étais à San Francisco. Et les termes en astrologie sont parfois abstraits. On va dire, par exemple, j'arrive en retard. C'est normal, Mercure rétrograde dans 3 jours, ça commence déjà pour moi. Mercure, c'est qui? Rétrograde, ça veut dire quoi? Et je comprends rien à ce que tu dis. Absolument. Alors c'est que ésotérique. c'est ésotérique. Ah ouais. Alors que les lames du tarot, quand on demande à des enfants qu'est-ce qu'il fait le monsieur ou qu'est-ce qu'elle fait la dame, ces personnes-là nous décrivent. Et puis, c'est très codifié. C'est-à-dire que quand on prend notamment le tarot de Camoin, c'est-à-dire c'est le tarot qui n'a pas été retravaillé, etc. Et quand on dit, c'est bizarre, là, il y a du vert. Qu'est-ce que ça vient faire le vert là-dedans? Enfin, il aurait pu mettre, je sais pas quoi, du bleu clair, ça aurait été mieux quand même avec le bleu foncé. C'est pour nous parler de la verdure qui perdure et quelque chose de vivant, etc. Pourquoi l'ermite à sa cape, l'intérieur c'est jaune? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Il aurait pu mettre du bleu partout. Alors que c'est pour nous rappeler que l'ermite, il porte sa propre lumière. Et si il y a 9 traits ou 5 traits sur un crâne ou ici, ça veut bien dire quelque chose. Sur un front, ça veut bien dire quelque chose. C'est extrêmement codifié. C'est le langage de ces lames de tarot que peu de gens connaissent en réalité. Toute la symbolique et toutes les couleurs, toutes les formes, tout ça signifie. Oui. Et c'est la richesse de ce langage qui correspond à notre profondeur, en fait. Alors oui, d'ailleurs, nous disons toujours le tarot de Marseille, un peu comme le savon de Marseille. Et en fait, c'est une anagramme. Si vous écrivez le tarot de Marseille, vous pouvez écrire « La lame te dira le sort ». Et en fait, ce sont les hermétistes du Moyen-Âge qui savaient qu'il y aurait des livres qui seraient brûlés, etc. Et qu'on fait circuler des cartes un peu enfantines et
à laquelle personne ne prêtait d'attention parce que c'était juste un jeu de cartes sans intérêt. Et donc les livres ont été brûlés, mais pas les jeux de cartes qui ont pu perdurer. Qu'on jouait dans les tavernes, c'est-à-dire en cachette. En cachette, bien et sûr. Personne n'allait voir pas les jeux de société, au fond. Hein. C'était pas intéressant. Ça, c'était pas intéressant. C'est des camouflages extraordinaires, d'une extraordinaire créativité. C'est comme ça que la connaissance la plus profonde de l'humain a pu être transmise par le tarot. Bien sûr. Hein? Donc c'est merveilleux de pouvoir aujourd'hui bénéficier de cette connaissance comme ça, si dans nos mains. Encore faut-il pouvoir la réveiller, la révéler. C'est sans doute l'art de toi, de ce que tu fais. Oui. Parce que ça va, quelqu'un avec des lames de tarot ne va pas savoir quoi dire. Oui. Alors c'est exactement comme l'alphabet, c'est-à-dire que en fonction du placement des lettres dans une phrase, le A peut faire EAU, peut faire O. C'était pas prévu ça, le A qui fait O. Et donc, de la même façon, non seulement il faut connaître les lettres, mais savoir les intégrer. Et pour les lames, c'est pareil, c'est-à-dire que une lame placée à un endroit ne va pas obligatoirement dire la même chose qu'au même un endroit différent, ou en accord avec l'autre, en miroir avec l'autre. C'est vraiment une science qui mérite beaucoup d'approfondissement et beaucoup d'apprentissage, tout le temps. Oui. Cet enseignement que tu as eu à travers Maïté et d'autres personnes, et Georges Colleuil, au fond, c'est une initiation. Oui, ça a changé ma vie. Voilà. Ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, un truc très concret, puis après on ira dans les lames pour aller montrer dans le concret. Oui. Mais il y a quelque chose que j'ai appris avec Maïté, même si je forme, je ne peux pas le transmettre ça, mais je peux le dire à mes patients ou à mes clients qui viennent pour un référentiel. Donc, ce que j'ai appris dans le ventre de ma maman, c'est-à-dire, on a tous et toutes une imprégnation de naissance, c'est-à-dire un message. Voilà. Et ça appartient à la vie de notre maman. Mais nous, on va le laisser dans notre inconscient et ça va guider notre vie. Par exemple, ma maman, elle voulait pas beaucoup d'enfants, enfin bref, elle s'est retrouvée enceinte juste après son mariage, 20 ans, et tout d'un coup, son ventre lui a donné de la reconnaissance sociale. Elle était intéressante, etc. Et moi, j'ai chopé ce message-là. J'aurais pu, dans 9 mois de grossesse, quand même, il y a des éléments et des événements. 9 mois, c'est long. Mais moi, c'est ce truc majeur que j'ai appris du ventre de ma mère. Donc, j'en ai fait une croyance personnelle que si j'avais pas 3 enfants, dans un mariage, c'est-à-dire vraiment avec la bague, puisque maman était elle-même issue de 3 enfants, etc., j'allais pas réussir ma vie. Donc en fait, dès que j'embrassais des garçons, j'étais à la recherche du géniteur de mes enfants. Je suis allée faire toutes mes études à San Francisco, j'y suis restée 5 ans, ça allait très bien, j'avais un amoureux gentil comme rarement, tout allait très bien, jusqu'à temps qu'il me demande en mariage. Et là j'ai paniqué, et j'ai dit non, et je suis rentrée en France en disant je veux faire mes enfants en France, comme ça il n'y aura pas de McDo, pas d'écran, etc. Moi j'avais mis ça à la culture française. C'était pas ça. C'est qu'en fait, j'avais besoin de la reconnaissance de mon clan. Me marier et être enceinte à San Francisco, ça n'avait aucun sens. Bien sûr. Si j'avais su ça, j'aurais pu prendre des décisions en mon âme et conscience, comme on dit. Mais j'étais justement pas consciente de ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment révélateur. Et en fait, je reviens à cette question dont on a parlé, qui concentre comme le noyau des choses. Quel est l'enseignement transmis dans le référentiel de naissance pour tout un chacun? Alors, quelle est cette profondeur? J'ai sorti un référentiel, si vous voulez, on va le décrire. Oui. Hein, ouais.
Donc en fait, au début, c'est la maison 1, donc ça se présente comme ça, un référentiel. Il n'y a qu'une lame qui change d'année en année, c'est la lame ici qu'on appelle la météo, ou la maison 8, hein, c'est-à-dire ce calcul est basé sur l'année en cours. Donc au départ, nous allons chercher la maison 1, c'est-à-dire comment je parais, comment les gens me voient. En l'occurrence, ici, c'est quelqu'un qui est né le premier. Donc, ça veut dire que les gens voient cette personne-là comme un enfant, comme un débutant ou une débutante. Hein. Donc, c'est très important de savoir dans la vie comment les gens me perçoivent, et j'y peux rien. Cependant, même si j'y peux rien, j'ai quand même le potentiel de la lame. D'accord ? Alors, après, on va vers la maison 2. Ici, la personne est née en novembre. Donc, la maison 2, c'est ce que je recherche dans la vie. Tout à l'heure, tu parlais de navigateur. Ça serait intéressant quand même, avant de prendre le bateau, de prendre la voiture, de savoir où on va, quelle est la destination. C'est ça. Hein. Ensuite, ici, la maison 3, c'est comment je pense. Donc, la maison 3, pour la calculer, on va prendre tous les chiffres de l'année. Par exemple, quelqu'un qui serait né en 1956, on va faire 1 plus 9 plus 5 plus 6 égale 21. C'est le monde. Comment moi je pense. Et c'est super important de savoir ça aussi. Et enfin, il y a le chemin de vie. Donc ici, la maison 4. Donc, on va additionner le 1er novembre 1956 et nous allons arriver à l'amoureux. Pourquoi arriver à l'amoureux? Parce qu'à chaque fois que nous avons un chiffre qui est au-delà de 22, nous allons réduire. Donc en l'occurrence, 4 et 2 égale 6. Ça, c'est le début, vraiment, de comment on va calculer ensuite. Ensuite, nous allons voir la maison 5, ce que nous appelons l'expérimentation ou le passage obligé. Ça s'appelle le passage obligé parce que, quelle que soit la route que nous prenons, ici nous appelons ça l'échelle de Jacob, ici nous appelons ça la ceinture, ici nous appelons ça la bande, et ici nous appelons ça la barre. Quel que soit, comme le fait l'art des blasons, hein, comme c'est enseigné dans l'art des blasons, quel que soit le chemin que je prends, je reviens toujours évidemment au centre, qui est le pendu, puisque nous avons fait 1 plus 11 plus 21 plus 6, et nous avons le pendu. Donc ça, c'est la maison 5. Qu'est-ce que j'expérimente tout le temps? Donc ça, c'est très intéressant de savoir ça aussi, d'autant plus qu'ici, il y a un autre pendu. Alors ça se calcule en faisant la maison 1 plus la maison 11. Donc, c'est la qualité. Alors là, il y a un double effet qui se coule, c'est-à-dire, j'expérimente tout ça tout le temps, et j'ai la qualité du pendu. Donc, toujours au centre de ma vie. Est-ce que tu peux, justement, pour rentrer dans la signification, dire, par exemple, qu'est-ce que c'est le pendu? Ah, le pendu. Déjà, quand on dit le pendu, au secours. Au secours. Ça fait référence évidemment à ce qu'on sait, et c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que le pendu, c'est donc là on voit que c'est un homme qui est suspendu. Alors tout est relatif puisque quand on fait un gros plan, son pied il est suspendu avec un nœud et il pourrait très bien s'arc-bouter et défaire le nœud. Hein. Et puis, c'est bizarre parce que quand on dit pendu en français, tout le monde dit horreur, malheur. Et vous voyez qu'en gros plan, il a le sourire et qu'il a l'air d'aller très très bien. Alors, tout à l'heure, je parlais de couleur. En l'occurrence, le pendu a les cheveux bleus et ses cheveux touchent la terre. C'est-à-dire que lui, sa prise de terre, c'est la spiritualité. Et donc, le pendu, il est ici, il y a 2 arbres avec des rameaux qui sont coupés à vif, c'est-à-dire qu'il a su, lui, se détacher de ces 2 arbres généalogiques pour vivre sa vie en légèreté et en confiance.
C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de papa, maman pour se rassurer. Lui, il est dans l'accueil de ce qui est. Et le pendu, déjà dans les comédiens et les humoristes, eh bien, ils ont beaucoup de pendus parce que le pendu, c'est le roi du bluff. En l'occurrence, on croit qu'il va pas bien et on sait pas ce qu'il fait du tout avec ses mains derrière son dos. Hein. Et puis, le pendu, il a une agilité physique. C'est tous les domaines du cirque, etc., ou des cordistes, des gens qui font du travail en hauteur. Évidemment, les clowns. Donc, il a cette agilité physique et mentale. C'est-à-dire qu'il regarde par en dessous et il nous dit d'autres choses que ce que nous voyons nous. Donc, lui, il est capable de voir une problématique avec un angle de 360 degrés. C'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. Et alors, c'est très intéressant parce que quand quelqu'un, par exemple, c'est très facile de faire l'unanimité lorsque nous sommes dans la victime. Hein. J'ai mal au dos en ce moment, j'arrive plus trop à me bouger, etc. Je sais pas, moi j'ai l'adresse d'un ostéo. Moi je vais buller la thalasso, ça me fait du bien, etc. Mais en fait, ok, merci beaucoup pour l'information, mais ça serait intéressant de se dire, je vais arrêter là quand même de faire ma victime. Qu'est-ce qui me dit ce dos en fait? Si je regarde, si je vois le bon côté des choses. Donc c'est magnifique parce que le pendu, c'est la légèreté. Alors, il y a beaucoup de surfeurs qui ont des pendus, hein, parce que c'est les surfeurs de la vie, hein, l'accueil de ce qui est. Alors, ils surfent la vague de la vie. Alors souvent, on dit, lui, il s'en fait pas dans la vie. Non. Le pendu, c'est le roi de c'est pas grave. C'est pas grave, ça va s'arranger. Et tout ça, effectivement, ça suppose un certain temps pour apprivoiser cette connaissance, se l'approprier. Oui. Toi, tu as été formé. Ah oui. Ça a duré longtemps. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un viendrait, moi j'ai envie de me former, qu'est-ce que tu lui dis? J'ai envie de me former à cet art. Parce que c'est un art. Ah oui. Alors déjà, je vais lui dire, écoute, on va commencer par faire ton référentiel, si tu veux bien. Oui. Et certaines personnes, ça ne va pas fonctionner avec elles. Alors, je fais le référentiel de la personne, je la reçois en référentiel. Je fais le référentiel de notre relation aussi. Parce que, comme dans un couple, on peut pas s'entendre avec tout le monde, où il peut y avoir des choses difficiles. Donc je vois bien. Si par exemple, moi, je suis vraiment dans l'humilité, pourtant j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai un gros bagage, mais je me la pète pas. Donc si je vois quelqu'un, par exemple, qui veut du rapport de force, ou un soleil, le soleil, attends, l'astre, dès que ça brille, voilà. Ou une femme, par exemple, qui voudrait être dans une espèce de supériorité dans la féminité, je vais mettre cette personne-là au courant en disant, attention, il y a un frein, c'est que tu vas me demander de te former, et ta difficulté, ça va être d'écouter et de ne pas vouloir me mettre en difficulté. Oui, puisqu'il suppose... le temps d'après, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'elle va en faire de cet outil? Voilà. Donc transmettre un outil, c'est pas anodin. Voilà. De cette sorte. Bien sûr. Donc alors après la formation, il faut déjà apprendre effectivement toutes les arcanes et puis à monter un référentiel. Voilà. Alors tout à l'heure, un truc très très précis. Alors je vais continuer sur les maisons. Donc là on a vu la maison de la qualité. Ici après on voit la maison de la difficulté, le défi, la mission d'âme, le cadeau de naissance ou en tout cas l'imprégnation de naissance et comment ce que mes parents le projettent sur moi. Ensuite on voit une guérison. Ici, il y a le cœur de blason,
la météo qui va changer d'année en année, comme je l'ai dit. Et puis il y a d'autres lames qui ne vont pas apparaître ici. Par exemple, l'empreinte, c'est-à-dire ma carte de visite, qu'est-ce qui peut rester à la fin, mon rêve de vie, ici comment j'aime, ici quelle est la lame à la barre, c'est-à-dire en plus de la météo, ce que j'ai appris dans le ventre de ma maman, ma guérison plus, le modérateur, après on peut faire l'arcane terre, l'arcane ciel, le pondérateur, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Alors ce qui est intéressant, une fois que nous avons posé toutes les lames, c'est de prendre, encore une fois, des décisions en mon âme et conscience. C'est-à-dire, quand je prends une décision, qui parle? Par exemple, l'amoureux ici en chemin de vie, associé au pape en cœur de blason, nous donne une personnalité très généreuse qui, avec les deux pendus, va sacrifier ses propres besoins pour être au service de l'autre. Et ici, les deux forces, qui sont vraiment, pour reprendre ton terme, un phare dans le brouillard et qui va aider les autres, toute cette personnalité-là, ces traits de personnalité, vont donner une personne qui s'occupe énormément des autres, puisqu'elle pense en global, et elle veut sauver le monde. D'accord ? La justice en bas, qui, elle, compte les heures, le temps, l'argent, etc., dit, c'est bien beau, hein, tout ça, c'est généreux, félicitations, hein, mais combien ça va me coûter, cette histoire, hein? Tu trouves pas que c'est toujours dans le même sens, là, hein? Donc, quand je prends une décision, c'est très intéressant de savoir qui parle à l'intérieur. Et puis de voir, par exemple, les grandes difficultés. Ici, on a le miroir de la force, donc 11 et 11 égale 22. La force, malheureusement, elle a beaucoup de force, mais elle s'épuise facilement. Surtout quand il y a le trou noir, 11 et 6 égale 17, surtout quand elle se met tellement au service de l'autre qu'elle n'écoute pas sa fatigue. Donc c'est super intéressant de parler comme ça, de s'imaginer avec un conseil d'administration autour d'une table en disant « mais pourquoi tu veux faire ça, toi? C'est qui en moi qui veut faire ça ?» Vous voyez, j'ai fait beaucoup de conférences sur aimer, c'est savoir dire non. Alors, dans les écoles, pour les parents, mais après, des conférences sur s'aimer, c'est savoir dire non. Lorsque la personne a ici un amoureux et ici un pape, donc deux choses qui sont vraiment au service de l'amour et avec le monde de l'amour universel, il n'y a pas de discernement. C'est-à-dire, c'est aimer tout court, sans savoir dire non, sans pouvoir dire non, parce que quand on est au service de l'amour, c'est 24 heures sur 24. D'où un risque d'épuisement chronique, par exemple. Donc c'est super intéressant d'aller voir ça. Très intéressant. Et au fond, quand je vois par exemple la force, évidemment ça dépend des positions, mais tu parles d'épuisement au fond de cette force, et le travail justement de la révélation, de la prise de conscience, te rend capable de récupérer ta force. Bien sûr. Et c'est la transformation de l'arcane du négatif en positif. C'est ça qui est le but. Alors, aussi. La force, elle a vraiment beaucoup de chance parce que si elle pouvait s'écouter et prendre soin de ses besoins, elle se régénère très très vite. Et c'est super intéressant de faire un parallèle entre, par exemple, le travail de Lise Bourbeau sur les 5 blessures et donc d'aller voir avec un référentiel. On sait très bien, par exemple, cette personne, elle est sensible à l'humiliation, parce que l'humiliation, la force n'a pas de limite. Donc c'est toujours oui, j'arrive. Donc c'est vraiment le masque du masochiste qui va avoir mal, et c'est la personne qui va dire je travaille comme un âne, je me tue au boulot, etc. Et de se dire mais arrête de t'humilier comme ça, hein. Arrête de prouver au monde entier ta valeur. Hein. Alors en l'occurrence sur ce thème-là, on va dire alors ici il y a l'humiliation,
Alors, cadeau de naissance en bas, l'injustice, bim, blessure d'injustice. Après les 2 maths ici, qui ont du mal à trouver leur place, ah, grande blessure de rejet. D'accord, bon, ben, bonne chance. Et ça, c'est très intéressant, puisque, encore une fois, lorsque je parle avec qui que ce soit, évidemment que mes blessures sont toujours là. Et si je connais mon programme, un programme, c'est-à-dire que ce que mon âme transporte, eh bien, je ne vais pas être en réactivité. Et dans les bilans, par exemple, d'orientation scolaire et professionnelle, c'est un outil incroyable parce que nous allons voir en 1h30 les qualités, les défauts des gens, c'est-à-dire que ici, la roue de fortune, attention à la procrastination, attention à l'éparpillement, attention de bien commencer les choses et de les finir. Hein. Parce que là, la roue de fortune qui adore les défis, elle aime bien les débuts, mais les fins pas du tout. Alors les petits bazars qui traînent dans la maison et qui sont pas terminés, et puis le je vais le faire. Non, mais je le fais, hein, t'inquiète. Hein. Oui, mais quand? Je sais pas. Hein. Donc, quand quelqu'un a la chance de savoir, de connaître son portrait, moi j'ai des petits mecs, ils ont 12, 15, 16 ans, ils ont leur portrait avec tout ça, et surtout, ce pourquoi ils sont faits. Donc ça les aide énormément. Oui, parce que tu parles de choses qui sont plutôt nos impuissances ou nos blessures, mais on y trouve aussi nos ressources. Exactement. Alors, nous trouvons nos ressources et surtout, nous allons pouvoir, parce que la blessure a été vraiment diagnostiquée, nous allons pouvoir œuvrer et alchimiser. C'est-à-dire que ce référentiel de naissance, c'est un potentiel. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas la condamnation, blessure première, l'injustice, égale né pour souffrir. Non. C'est dynamique. C'est dynamique. Fantastique. Si et seulement si je fais mon travail, le travail habituel d'alchimie, c'est-à-dire je transforme mon plomb, ce qui me plombe et ce qui fait que j'arrive pas, en or pour pouvoir intégrer mes sous-personnalités et ne plus avoir ces grands écarts. C'est ça. Oui, c'est vraiment un travail alchimique. Évidemment, ça suppose quand même une connaissance de la psychologie. Ah quand oui, même, ça, hein. Tu ne peux pas faire ça sans ce travail préalable sur la psychologie humaine. C'est pour ça que moi j'étudie la psychologie depuis tout le temps, vraiment de façon assidue, depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai des grands bagages. Donc effectivement, il y a des façons de dire les choses aussi. Et puis c'est magnifique parce que ça permet vraiment de pouvoir montrer à la personne d'une part ce qu'elle a, et puis d'être dans le pratico-pratique et de donner des exemples pratiques. Et c'est très drôle, par exemple, quand je reçois des couples ou des ados qui sont en colère, etc., quand je dis, bah, c'est sûr, toi, quand tu dis ça à ta mère, bah, elle répond ça. Et parfois, même des enfants, quand ils viennent en orientation scolaire et professionnelle, ils se retrouvent tellement que certains imaginent que le parent m'a dit, bon, alors, les écrans, hein, là, par exemple, avec la roue de fortune, les écrans et la procrastination, tu lui dis, hein, vous lui dites, hein, madame, parce que nous, ils nous écoutent pas. Donc, les enfants imaginent qu'il y a eu un travail préalable avec les parents pour que je répète en boucle ce que les parents disent pour avoir plus de force, alors que c'est pas ça du tout. Et des parents, par exemple, quand j'écris des livrets de naissance, là, j'ai eu des parents qui avaient un petit garçon de 1 an et demi, donc j'écris 30 pages, je leur donne leurs 30 pages, ou je l'envoie si c'est loin, et après, il y a une consultation d'explication. D'accord. Et donc, certains parents, je sais qu'ils sont versés dans le tarot, donc je parle de tarot, c'est-à-dire que c'est un livret, alors là, par exemple, il y aurait Maison 1 avec le battleur, etc. Et puis d'autres personnes, je ne mets pas de tarot, je fais ma sauce. Eh bien, on me dit, mais c'est incroyable qu'à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vous l'ayez cerné, ou c'est incroyable qu'il ait déjà ce caractère. Combien de fois on me dit, du haut de ses 3 ans, il nous commande. Mais un chef, il est né chef, c'est pas une histoire d'âge. Et c'est super intéressant de pouvoir aider les parents en disant, ben voilà,
si vous faites ça, vous allez renforcer ça. De pouvoir les guider. Et je trouve que la puissance des images est extraordinaire. Bon, c'est pas n'importe quelles images, c'est sûr. Elles ont été construites sur une connaissance. Mais quand on fait une consultation psychologique, je dirais, bon, on fait dessiner les enfants, bien sûr, mais les images, c'est tellement puissant. Quand un jeune vient te voir et qu'il a, tu lui soumets ces images, c'est comme si, même inconsciemment, elle l'enseignait. Alors, le jeune qui vient me voir, soit il vient me voir en référentiel de naissance. Oui. Et là, il a son référentiel. C'est ça. Avec... Il a un outil à lui. Il a un outil à lui. C'est ça. Mais dans une consultation d'orientation professionnelle et scolaire, oui. Ils n'ont pas l'image. Non. C'est-à-dire qu'ils se demandent d'où ça vient. Parce qu'encore une fois, ça pourrait vraiment les perturber. Oui. Et puis, moi, je suis étonnée combien de personnes ne me posent pas de questions. Peut-être dans l'année, j'ai 3 questions en disant « Mais comment vous savez tout ça C'est incroyable, votre truc !» Ça vient. Ben oui, bien sûr. Ou même parfois, je travaille avec les décédés, où je vais aider la personne à comprendre un suicide. Je fais de la psychogénéalogie et moi j'ai plein de patientes qui me disent « Oh là là, moi je veux pas ressembler à ma mère, hein, surtout pas ma mère ». Et en fait, on voit qu'elles n'ont pas les traits de caractère de leur mère. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on déclinera un autre jour, mais il y a beaucoup d'ouverture. Donc, tu as donc cette chose qui est une consultation individuelle, il y a une consultation de couple. Oui. Il y a peut-être une consultation de famille. Ah oui, puisque là, on parle de ruche, c'est-à-dire que nous allons additionner plusieurs thèmes pour voir les dissonances. Ouais, et moi, quand je donne des formations, par exemple, parfois ce sont des formations en duo simplement, ou alors en groupe, et donc je m'empresse de faire la ruche du groupe pour savoir où est-ce que ça risque d'achoper, notamment s'il y a une grande fortune qui traîne et qu'il y a beaucoup de dispersion, ou beaucoup de chahuts et tout. Et donc, ça me permet de prévenir les sorties de route. Et de dire aux gens, ben voilà, nous tous ensemble, il y a un point sur lequel nous devons être très vigilants, c'est ça, par exemple. Est-ce qu'on pourrait l'élargir au-delà, par exemple, dans le travail, une réunion de travail? Est-ce que ça peut... Alors, moi j'aide les recruteurs, donc je fais du par recrutement. Exemple. Voilà. Parce que quand on recrute une personne, on recrute un CV et pas un caractère. Oui. Et donc, je vais prendre la date de naissance de la personne, la date de naissance aussi de celle avec qui elle ou il va travailler. Et je fais le thème de leur couple et je vois les dysfonctionnements aussi. D'accord. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Bon, c'est merveilleux. Oui, j'avais une question quand tu décrivais ce magnifique mandala, en fait, aussi, c'est le cœur de blason. Qu'est-ce que c'est le cœur de blason? Le cœur de blason, c'est vraiment la problématique à résoudre. C'est quelque chose qui est là comme une boîte à outils, un grand potentiel, et c'est vraiment difficile de résoudre ça. Par exemple, avec le pape, c'est vraiment la problématique de l'enseignant, du transmetteur. C'est-à-dire de pouvoir être capable d'alchimiser. Le pape, c'est un médium entre la gauche et la droite, le bas et le haut. Mais avant ça, avant de transmettre, il doit suivre tout un cursus de vie. Par exemple, il y a 2 enseignants ou 3, donc il y a la papesse, le pape et le chariot. Le chariot, c'est un enseignant des livres. Voilà, j'ai tel diplôme, etc. Le pape, c'est le transmetteur, c'est le papa spirituel, et celui qui va enseigner parce qu'il a fait le chemin, parce qu'il a expérimenté. Et très souvent, que ce soit des conférences à l'école ou autre, on me dit bah, dis donc, ça sent le vécu. Hein. C'est une expression où on parle beaucoup de ça. Ben oui, ça sent le vécu.
Et en fait, quelqu'un qui peut vraiment nous accompagner, nous prendre la main et transmettre des choses, ce sont des personnes qui ont vécu. C'est pas un gamin de 30 ans, une nana de 30 ans qui a jamais eu d'enfant, qui va faire une conférence sur la parentalité. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles nous avons des grandes idées, mais si nous ne sommes pas passés par là, c'est très très difficile. Hein, c'est un peu de l'imposture à ce niveau-là. C'est ça. Donc le pape, il a besoin d'œuvrer beaucoup, d'expérimenter beaucoup, quitte à se brûler un petit peu. C'est ce qu'on appelle la voie initiatique. Voilà. Vraiment, au sens universel, en fait. Hein? Absolument. Bon, as-tu quelque chose comme un secret qui émanerait de ce jeu au sens on joue avec la vie, mais on joue en vrai, on joue pour de vrai. On joue pour de vrai, ça c'est une expression des petits. Oui, alors ça, je vais rebondir. Dans ce sens où je vais préciser, dans ce sens où nous sommes créatifs, nous sommes vraiment créatifs. C'est ça qui va, je dirais, nous sortir des ornières. Oui. Alors, je vais rebondir sur le pendu qui a l'art de rebondir comme un chat sur ses pattes. C'est que, oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Nous jouons mais c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et en même temps, le grand traumatisme de la plupart des gens, c'est qu'ils s'identifient à ce qu'ils vivent. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, je peux plus arquer, je peux plus rien faire, je suis cloisonnée, enfermée à l'intérieur. Ce que la médecine t'aide à faire d'ailleurs. Oui, parce que c'est grave, parce très que grave. Tu n'es plus personne, tu es une scoliose. Voilà, c'est quand même intéressant d'être une scoliose. Mais le truc de dire, on jouait pour de vrai, oui, mais de la légèreté et surtout une vision pas s'identifier quoi. Quelqu'un qui perd un être cher d'une maladie, de dire ben voilà, mon père est dans ses dernières semaines de vie, oui c'est dur, oui voilà, mais c'est pas non plus la fin de la fin quoi. Arrêtez d'en faire des caisses et des tonnes. Donc ça, le pendu, il aide bien à ça, de dire mais regarde un peu plus, tu vois, sur la large le plan un peu plus large, quoi. Absolument. Dézoome un peu, tu vois. Absolument, absolument. Oui, j'aime beaucoup cette idée-là de se désidentifier parce que ça te donne les coups des libres, les ailes. Tu es capable à ce moment-là de créer. Tu as certes tes racines et les éléments qui te constituent, mais avec ça tu crées qui tu es. Et ce que je trouve de génial dans ce référentiel, c'est ça. C'est que c'est un outil de création de soi. Quand moi, c'est vrai que je l'ai utilisé quelquefois pour moi-même, pour jouer à qu'est-ce que je vais en faire. Et ça fait qu'on retrouve son pouvoir. Oui. Qui est un petit pouvoir, mais quand même, si on ne s'en sert pas, quel gâchis. Ben oui, deviens qui tu es, mais il faut savoir qui nous sommes. C'est ça, c'est une bonne base d'envol. Hein? Voilà. Merci. Très bien, merci Amaya. Merci. Merci Cécile.